un type qui va faire à l'occasion d'un voyage rituel qui le conduit à Clermont-Ferrand, comme chaque année. Il y a une halte qui s'est imposée à cette petite famille depuis plusieurs années, une halte dans un lac où on va aller se baigner pour se rafraîchir l'été, parce qu'il fait très chaud dans l'auto. Voilà un peu là pour les aspects du réel, de l'action. Mais cette halte va lui être fatale ce jour-là, parce qu'il va mal nager, quoi. Pas nager suffisamment bien à un moment donné pour se maintenir en vie et revenir comme à son habitude sur la plage en slip de bain. Cette fois-là, il va probablement y rester, quoi. Alors, il se débat. Et c'est pendant le temps que dure cette panique à la surface du lac, pendant le temps que dure cette panique que va s'élever, va se faire sentir la nécessité de produire un témoignage ou comment dire, une sorte de confession spontanée, rapide, hâtive. Il faut vite dire un certain nombre de choses avant d'en finir. Voilà, donc ça va être l'occasion pour le noyé, pour le candidat à la noyade de passer un peu aux aveux, comme ça. On va découvrir qu'il s'agissait d'un type qui entretenait un rapport, disons, qu'on peut qualifier de clignotant avec le plaisir de vivre avec les autres dans sa société. Donc il s'agit d'une noyade, mais c'est une sorte de principe gigogne un peu de la noyade. Une noyade sociale, une noyade au sein de la cellule familiale, et puis une noyade réelle, une noyade comme ça dans de vortex, un peu comme ça. Que dire d'autre Ouais, c'est un type aussi voilà, qui déclare avoir le sentiment d'avoir presque vécu presque sa vie, quoi. Il se trouve juste en périphérie de ce qui pouvait constituer une sorte de principe d'idéal dans quoi il pouvait se projeter plus jeune. Quelque chose de pas tout à fait réussi, un aiguillage un peu fallacieux. Si bien que je suis pas sûr qu'il sache bien si cette noyade n'est pas une bénédiction. Collectionner squelettes. Non, mais je pense que c'est assez loufoque. Il va chercher du réconfort chez ceux qui sont déjà morts, quoi, pour voir. Il peut manipuler des bacs entiers d'ossements. En l'occurrence, il s'agit de mérovingiens, parce que c'est un type qui s'est toujours passionné pour l'archéologie, mais qui, je ne sais pas par quelles circonstances fâcheuses, n'a pas réussi à devenir ce qu'il rêvait d'être, archéologue, scientifique archéologue, mais qui, pour garder quand même un petit peu un pied dans ce monde, va quand même réussir, au bout d'efforts consentis, à devenir topographe. Et comme ça, il va pouvoir intégrer une équipe une équipe de fouilles pour apporter sa petite contribution, sa contribution capitale, mais périphérique, si on veut, sur le chantier de fouilles. Et voilà, je pense que l'archéologie, pour lui, enfin, la manipulation des vestiges, des fossiles, que ce soit des restes humains ou des objets immobiliers, c'est l'occasion de pouvoir mettre les mains dans quelque chose qui pourrait apporter la preuve que ce n'est pas si terrible de ne plus être. Voilà, enfin, j'imagine que c'est ça. Il va chercher un peu de réconfort là-dedans. Aussi dans une matière et dans une discipline qui, bien sûr, fait appel à, voilà, quand même, qui demande énormément de rigueur pour toutes sortes de raisons, parce que la communauté scientifique converse, elle discute, elle change ses points de vue, donc c'est pas une discipline de rigolo.
En même temps, il y a une part de supputation quand même dans ces questions. C'est comme spéculer sur ce qu'il y avait dans le Big Bang. On peut très bien spéculer presque à égalité avec les astrophysiciens sur ce qu'il y avait avant le Big Bang. On peut décider de postuler des choses aussi, donc, qui sont invérifiables. C'est ce qui est intéressant avec l'au-delà, c'est que personne n'est revenu pour nous dire en fait non, c'est pas du tout ça, voilà comment ça se passe. Donc ce monde de la mort qui se trouve dans l'avenir comme une sorte à l'état de crainte, hein, en qualité de crainte, la crainte de mourir, la mort qui viendra, puis la mort qui a déjà eu lieu pour d'autres, qui sont les deux espaces où on peut, un peu en tendant les bras, un peu aller faire des expéditions. Voilà, c'est pourquoi l'archéologie intéresse ce personnage, je pense, comme un endroit, un espace où on peut projeter ses théories. La question de la généalogie se pose dès lors qu'on parle d'archéologie ou de question de comment dire, de l'angoisse des vivants, hein, devant la nécessaire administration de sa crainte de mourir, quoi. Tout le monde n'a pas peur en proportion égale, hein, de la mort, mais enfin du coup la question de la provenance, la question de la descendance, la question de quel endroit on a le sentiment de se trouver, sur quel type de segment, sur quelle conscience on a quelle représentation on se fait de la marche du temps, quoi. Linéaire, sphérique, circulaire, c'est rien. Enfin, du coup, de placer en effet le père, le grand-père. Il y a un enfant, mais il n'en est pas beaucoup question. Hein. C'est son absence, d'ailleurs, en dit long. Enfin, l'absence de considération à cet endroit-là, je pense, en dit long. C'est plus long, quoi, il paraît. Oui, et puis c'est vrai que parler du père et du grand-père, bon, c'est faire apparaître aussi une forme d'occurrence du malheur, enfin, là qui est présenté sous des aspects assez burlesques. La qualité, parce qu'il est question de la qualité des conditions de leur trépas, ça. Comment meurt-on bien, pas bien, de manière originale. Même en cas d'accident, il y a quand même une variété impossible variété de qualité, quoi, de type d'accident. Est-il préférable de mourir de manière comique? Mais là, il se trouve que le grand-père, lui, est mort de manière assez drôle. Pas du tout drôle à vivre, mais drôle à raconter. Voilà pourquoi ils sont convoqués dans le livre aussi, pour donner à voir quelque chose qui serait de l'ordre de la malédiction familiale. Oui, je connais bien Metz et la région, je connais assez bien la région de la Moselle, du Rudema, du Rudemont, enfin les sites, les lieux, les sites archéologiques dont il est question dans ce livre, je les connais bien, je les ai visités, arpentés, je les ai arpentés avec des archéologues de mon entourage, je les connais bien, et puis j'ai un rapport assez intime avec ces lieux. Je me suis baigné au contre-réservoir de Grosbois, qui est un lieu qui est tout... bon, déjà l'intitulé contre-réservoir, c'est déjà en soi déjà une promesse, comme on ne se baigne pas toujours dans un contre-réservoir. Donc je connais bien ces lieux-là, donc je sais pas, j'ai situé l'action, hein, j'ai situé l'action de ce roman dans des lieux que j'ai en effet foulés, je ne sais pas pourquoi, parce que
conjointement, d'ailleurs, enfin, je veux dire, simultanément à la période de ma vie où j'ai fréquenté, j'ai écrit ce livre. Donc, c'est deux, 3 dernières années, quoi. Tout comme ça. Voilà, c'est la simple raison, c'est ça. Bon, non, il y a une autre raison aussi, c'est que j'aurais pu situer l'action où j'ai grandi à Quiberon, parce qu'en termes de bord de mer, j'ai grandi au bord de la mer, pas mal de séquences qui sont inspirées d'événements que j'ai vécus et qui ont été vécus là-bas, mais je ne sais pas, je pense que c'est un peu sanctuarisé, la ville où j'ai grandi, elle est comme sanctuarisée dans mon esprit. J'avais un peu de peine à la convoquer par son nom dans le livre. Je ne me suis pas interrogé, et ce serait intéressant de s'interroger d'ailleurs sur ces raisons-là, mais je découvre là que c'est probablement un peu pour ça, pour pouvoir y retourner ailleurs que dans le décor d'un livre, mais dans le décor réel auquel je suis très attaché. Il n'y a pas de rapport avec la chanson Requin. Il n'y a pas de rapport, par, si on veut, non, je ne crois pas qu'il y ait de lien. Je pourrais en construire un, là, maintenant, en disant que oui, il m'avait probablement échappé, mais en effet, il y en avait un. Mais ça me demande de faire un effort. En tout cas, il n'y a pas de lien conscient. La chanson Requin, elle met en scène un personnage qui déclare avoir eu une absence dans la journée. Une absence, un trou de mémoire, une absence. Il revoit bien quelqu'un dans un parc, il y avait bien quelqu'un dans un parc, mais enfin de là à dire qu'il s'agirait de lui, il revoit bien quelqu'un mal tenir dans un parc. Ouais, la chanson parle de ça. Comment ça s'appelle déjà? Un blanc, un blanc, un vide. Un vide à défaillir. Vraiment, on se rend compte qu'on a été absent 10 heures de la journée sans savoir ce qu'on en a fait. Au moment donné où on prend connaissance de ça, bon, ça doit opérer un tremblement quand même dans les viscères, quoi. Ça doit foutre les jetons, quoi. Ça c'est la chanson. Il est question un peu de ça dans Requin aussi, dans le livre. Et à un moment donné, le personnage principal se demande si... parce qu'il y a un souvenir qui est relaté, il admet en avoir un peu retouché les tenants et les aboutissants, il a un peu réorganisé un petit peu ce souvenir pour qu'il soit plus à son avantage, qu'il soit plus héroïque à l'endroit de le colporter, ce souvenir. Et ce faisant, il se dit, mais est-ce que je fais pareil avec tout? Est-ce que c'est pas vrai de l'ensemble de mes souvenirs? Donc là, il commence à redouter d'avoir tissé une toile, voilà, de s'être enfermé dans un système de mensonges, voilà, dont l'entretien relèverait du funambulisme, quoi. C'est ça à cause du personnage. Donc un vertige, une sorte de chute en soi, quoi, une noyade en soi. D'ailleurs, c'est dans le principe gigogne des noyades, là, comme on parlait tout à l'heure. Il y a la noyade dans le lac, mais il y a la noyade de soi en soi, aussi, une sorte de disparition à soi à un moment donné, qui est une angoisse qui m'arrive de goûter parfois.